Bienvenue pour un nouvel épisode de Pixis, le podcast. Et nous sommes aujourd'hui à la journée Agile. La journée Agile, c'est le 7 juin, ce 7 juin 2024, à l'hôtel Van der Valk à Nivelles. Et face à moi, j'ai un intervenant qui est Olivier Mia. J'ai envie de te présenter d'abord aux auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas. Et j'ai une question que j'aime beaucoup. C'est ton rêve d'adolescent à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que finalement tu es aligné avec ton rêve? C'est marrant parce que maintenant que tu me poses la question, je pense que j'ai toujours voulu être un super-héros Ah, on quand n'en j'étais est pas petit. loin, on Ouais, en non, est pas c'est loin. vrai. Et je pense qu'effectivement, le métier que je fais aujourd'hui est un petit peu dans cette vocation-là. Ouais. Donc au final, je pense que je fais quelques pas quand même dans cette direction-là. Ok, donc tu es aligné avec ton rêve. Tout à fait, ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu peux te présenter? Justement, aujourd'hui, je dis que j'accompagne des individus, des équipes et des organisations à développer ce que j'appelle l'intelligence de l'action, c'est-à-dire de prendre de meilleures décisions pour avoir de meilleurs résultats. Et s'il y a bien une chose qui est quelque chose qui est important pour moi, c'est la simplicité. Donc cette capacité à faire des choses avec le moindre effort possible pour en garder que l'essentiel. Et ça m'interpelle directement ce que tu me dis, parce que je me pose la question, moi qui suis un créatif et quelqu'un qui aime beaucoup l'improvisation, la spontanéité et l'authenticité, est-ce que ça veut dire qu'on doit parfois trop réfléchir et ne plus se permettre d'être authentique, sincère, spontané? Alors je pose des questions provocantes. Je pense qu'en fait, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que la simplicité, c'est cette capacité à revenir à qui on est et qui on veut. Faire Et donc, sens avec soi. exactement. Ce qui fait que si tu es une personne qui est créative, au contraire, c'est que tu vas peut-être être encore plus créatif, mais à ta manière. Et c'est ça qui est important. Ok. Moi, je suis pas trop de ce genre-là, comme tu peux le voir, et comme je parle, comme je suis, Je te etc. rassure, t'as le sourire et t'es à l'aise. C'est le principal, je fais de mon mieux. Mais c'est vrai que la simplicité, pour moi, c'est de revenir à la base. Et Ouais. on a des bases qui sont différentes. Et c'est ça qui est important. C'est quoi la difficulté des entreprises qui font appel à tes services? Elles te contactent pour quel besoin? Si on devait identifier un besoin qui est récurrent, ce serait lequel? Je pense que les entreprises qui font appel à moi, en tout cas qui me connaissent, je vais dire ça comme ça, elles vont m'appeler pour des problèmes interactionnels. Donc il y a des difficultés à travailler ensemble. Il y a des gens qui n'arrivent pas trop à se coordonner, à collaborer. Mais c'est plus interactionnel que c'est né procédural ou avec des problèmes d'outils. C'est-à-dire que moi, je le dis directement, je ne suis pas le spécialiste des outils. Par contre, en fait, j'ai une démarche où je vais aider les gens à mieux voir la situation, à mieux la percevoir pour pouvoir interagir de manière plus saine ensemble. Est-ce qu'on peut dire que tu es un expert de la communication? Alors j'ai une difficulté avec le terme expert. Oui, moi aussi. C'est peut-être pas le bon terme que j'aurais dû choisir, hein, on va être honnête. Alors, est-ce que tu es un spécialiste éclairé sur la communication efficiente? Ok, on peut aller dans cette direction-là. J'ai moins de problèmes avec spécialiste que expert, simplement parce que derrière l'expertise, je trouve, il y a une notion de je sais tout. De posture. C'est ça. Ce qui va guider mes pas, c'est justement ce cadre le plus serein possible pour aider les gens à créer quelque chose qui leur ressemble. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas le faire à leur place. Alors, tu parles de simplicité. Est-ce que finalement, la simplicité, c'est pas revenir aux bases? Donc, la base d'une communication efficiente, pour moi, c'est d'identifier l'émetteur et son mode de fonctionnement. Comment est-ce qu'il veut quoi, communiquer quoi, quelle est l'intention? Ouais, tout à fait. Identifier le récepteur, l'intention du récepteur et sa posture, parce que recevoir un message, c'est encore presque aussi difficile que de l'émettre. Je t'explique, quand tu dois recevoir un message, tu sais que si tu es mal orienté, tu as passé une mauvaise journée, tu vois les tracas, tu as un esprit un peu négatif, un mindset un peu négatif, il y a de grandes chances que tu vas prendre un message très négativement alors qu'il est peut-être à l'origine positif. Tout à fait. Et si tu es enthousiaste, dans une joie, parce que tu as appris une bonne nouvelle, le même message, tu vas le prendre avec joie et avec gratitude peut-être. Donc je pense qu'il y a deux facteurs, c'est l'intention, la prise de conscience du récepteur, l'émetteur, et puis le plus important, c'est les canaux. Et là, c'est un gros challenge pour toi, je pense, non? Parce que les canaux, c'est tout. C'est la façon de communiquer, c'est le média qu'on utilise pour communiquer, c'est avoir oublié de préciser l'intention. C'est quoi les points d'attention que toi, tu marques? C'est intéressant parce que quand tu décrivais un peu le processus, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a une intention individuelle et puis une personnalité individuelle à prendre en compte, mais il y a aussi la dimension collective à prendre. C'est-à-dire qu'il y a la dimension individuelle et interpersonnelle. C'est-à-dire qu'il y a l'intention individuelle de moi, ce que j'ai dans cette conversation, comme la conversation qu'on a maintenant, Ouais. mais il y a aussi quelle est l'intention de notre conversation et qu'est-ce que je pense être important. Et typiquement, c'est là où on en arrive, par exemple, à des situations qui sont les situations que moi j'adresse la plupart du temps, qui sont les situations de conflit. Oui. Et typiquement, que ce soit dans le monde personnel ou professionnel, la question qu'on peut se poser, c'est je rentre dans une conversation de conflit, mais en vrai, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir raison? Et auquel cas, tout ce qui va sortir de ma bouche est dans cette intention-là. Et quelle est l'expérience que je veux vivre avec la personne qui est en face de moi? Et peut-être que ça peut nous aider justement à faire shifter un petit peu la chose.
Donc moi, je travaille beaucoup sur l'intention. Ah, Le pas processus, mal. en fait, suit. J'aime Disons. beaucoup ça, C'est, j'aime beaucoup. T'as remarqué, l'intention, c'est la première chose que j'ai mis au point. Oui, tout à C'est fait. un ami qui m'a enseigné ça et quand j'ai trouvé sa remarque très pertinente, je lui fais un coucou Olivier si tu m'entends. C'est très marrant, il porte le même prénom que toi, tu vois. Oui, c'est marrant. Du coup, ça me mène à d'autres questions pratico-pratiques. Tu parles de conflits en entreprise et moi, j'observe la société et je me dis qu'on est quand même avec les réseaux sociaux et les comportements qui commencent à changer. On est dans un monde VUCA en changement constant, mais il y a une tendance où j'ai le sentiment, c'est peut-être ma lecture à moi, où l'ego prend de plus en plus de place. Et en entreprise, de mon expérience aussi, j'ai le sentiment que là où ça coince souvent, c'est quelque part, si on analyse et qu'on gratte bien la croûte et l'écorce, c'est vraiment un problème de placer son ego en entreprise et de faire sa place qui est l'origine de beaucoup de soucis. Est-ce que tu vois d'autres choses avec ton expertise? C'est intéressant comme vision. Alors, j'ai pas la même définition de l'ego, mais du coup, si je prends celle qui est plutôt usuelle, je sais pas si c'est le premier point sur lequel j'axerais. Moi, d'une manière assez simple, je considère que les gens agissent par rapport à des intentions, encore une fois, et des objectifs qu'ils ont. Voilà. Ça veut dire que si pour eux, par exemple, ce qui est important, c'est de grimper dans leur carrière, par exemple, eh ben, la question qui va se poser, c'est quel est le chemin le plus facile pour eux à prendre. Moi, j'ai vu des entreprises, pardon, t'interrompre, pour les gens, ils limitent, ils s'approprient le travail de quelqu'un, ils font croire que c'est eux pour monter, se faire voir. Tu vois, c'est cette histoire d'ego, c'est ça que je vise. Tout à fait. J'essaie de sortir, on va dire, de la connotation de l'ego, qui est souvent vue comme étant négative, alors qu'en fait... Parce qu'on a besoin d'ego. Parce qu'on a besoin d'ego. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on peut l'utiliser À comme bon étant escient. quelque chose de plutôt positif, en fait, pour soi et pour les autres. Ouais. Et c'est là où je te rejoins, où en fait, quand on regarde les objectifs des personnes, on comprend un petit peu mieux comment est-ce qu'ils agissent, on donne du sens à leurs actions, ce qui ne justifie pas, on comprend leurs actions mais on ne les justifie pas, mais ça nous permet aussi de naviguer dans un chemin pour aller dans une direction qui est plus positive, à la fois pour nous, pour le collectif et potentiellement en fait l'organisation qui les emploie et qui leur permet de travailler. Dans tes interventions et en entreprise, est-ce que malgré tout, tu constates effectivement qu'il y a quand même une petite pointe de fierté personnelle qui monte plus vite qu'habituellement ou c'est pas le cas? C'est marrant, je dirais plutôt qu'il y a de la fierté qui manque. En tout cas, je vais plutôt prendre sous cet angle-là parce que tu me tends la perche. Je trouve qu'en fait, il n'y a pas assez de gens qui sont fiers de ce qu'ils font. Ça, c'est vrai aussi. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je le Ouais. prendrais. Et moi, en fait, j'appuie aujourd'hui et je pose cette question souvent qui est, mais quand vous faites ce truc-là et que vous l'avez délivré à votre client ou pas délivré à votre client, en fait, qu'est-ce que ça génère chez vous? Est-ce qu'en fait, vous êtes fier de ce que vous faites? Est-ce que ce métier, et c'est tout à fait OK si ce métier est alimentaire, etc. Mais derrière, c'est quoi vos objectifs personnels? Et est-ce que ce quotidien vous convient? Donc, il y a bien une fierté personnelle, je trouve, qui est importante pour vivre dans un monde où on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, autant profiter du présent et de faire des choses qui nous plaisent pour les gens en fait. J'ai envie de te poser encore une question par rapport à ça, et puis on va un peu parler de ton entreprise et de tes activités plus Ok. précisément. Alors, on parle de fierté de ce qu'on a bien fait, mais moi, je reçois dans certains podcasts, je crois que j'ai dû recevoir 500 entrepreneurs au micro, et ils m'ont tous dit, la réussite, en fait, c'est d'avoir fait des forces de mes échecs. Et j'ai envie de dire que dans beaucoup d'entreprises, on n'est pas assez reconnaissant par rapport à ces échecs, d'un côté, et de l'autre côté, paradoxalement, les gens sont assez sévères avec eux-mêmes, ils se critiquent très fort, et ils sont les plus méchants avec eux-mêmes parfois. Et tous ces paradoxes sont devant moi, et parfois ils m'interpellent et ils m'interrogent. Mhm. Quelle lecture tu as, toi, de ce phénomène? Alors, je pense que tu as eu le trio gagnant. Aujourd'hui, tu touches typiquement à un des sujets que j'adore aborder aussi. Et C'est je ne m'étais pas informé, c'est de la non, pro. mais je trouve ça fou. Je trouve ça, c'est pour ça que ça me fait sourire. Là, les personnes ne me voient pas, mais je trouve ça marrant d'avoir cette résonance-là. C'est qu'en fait, en tout cas, la vision que j'en ai, et je ne suis pas du tout un expert, mais il y a une dimension sociétale qui est très forte. C'est-à-dire Clairement. que la vision de l'échec, souvent, vient des croyances un peu judéo-chrétiennes, etc. Et donc, l'échec en lui-même est un problème. Nous, on est dans un monde de l'agilité, et comme l'avait dit Douglas ce matin, on cherche à créer des expérimentations où, en fait, l'échec n'est plus vu comme un problème, Mais une mais vu force. comme une option possible. Même une force, je dirais. C'est là, en tout cas, que je veux aborder le sujet par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'on dit souvent « fail fast, fail often », par exemple, qui a été un peu remplacé par « learn fast, learn often ». Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent « en fait, l'échec, c'est bien pour telle ou telle raison ». Moi, je ne suis pas d'accord. On ne cherche pas à échouer. C'est ça que je trouve intéressant comme message. C'est juste que l'échec nous force un apprentissage d'une manière beaucoup plus radicale. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui ont eu des déceptions amoureuses, je parle de ça parce que je trouve que c'est le plus dur et émotionnellement, on s'en rappelle. C'est vrai, c'est vrai. On dit, OK, mais c'est cette relation-là qui m'a appris beaucoup de choses. Bah oui, ça m'a appris après, mais j'avais jamais demandé à avoir la douleur avant. Et donc, je pense que c'est plus une conséquence, mais de comprendre que l'échec, oui, c'est apprenant. C'est pas une stratégie initiale, mais quand on va dans de l'expérimentation, donc le safe to fail, comme on en parle, après une relation, c'est difficile de faire un safe to fail, mais ça nous permet d'apprendre des choses, mais effectivement, c'est pas un objectif en soi, il faut juste comprendre comment le gérer par la suite. Ça me fait penser aussi, on parlait d'un sujet qui était la trahison, et ça c'est aussi un phénomène qui intervient beaucoup dans les conflits en entreprise. La trahison, ça c'est quelque chose de très mal vu, on se sent trahi, c'est très cruel, ça blesse profondément. Est-ce qu'une trahison est toujours négative? Moi, derrière trahison, j'entends contrat.
Et en tout cas, c'est un sujet moi que je trouve super important. C'est-à-dire que par exemple, typiquement, quand on arrive en entreprise et que souvent on est imposé aux équipes ou etc., c'est qu'il n'y a pas de contrat qui a été défini. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont rien demandé et nous, on arrive. Et on revient à l'intention. Oui, c'est ça, exactement. Derrière trahison, souvent, c'est qu'il y a un contrat informel Ouais. qui a été brisé, mais c'est parce que parfois, encore Il une n'a fois, pas je été peux dire, explicite. il n'a pas été Il explicite. était implicite. C'est ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui sont dans des doubles paradoxes parce qu'ils ont l'impression d'avoir de loyauté. Du coup, si on parle de trahison, de loyauté, en fait, qui s'équilibre. Mais ils vont devoir faire un choix à l'instant T. Si il ou elle avait posé la question ou explicité, peut-être que les personnes auraient pu comprendre et donc ça n'apparaît plus comme une trahison, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui brise un contrat, mais plutôt comme un choix personnel à un instant T. Et je pense qu'il y a des niveaux de gris quand même à jouer à l'intérieur, mais cette notion de contractualisation et d'explicitation, en fait, est super intéressante dans la communication interpersonnelle. C'est primordial et c'est un point de fêlure dans les entreprises qui génère tous ces conflits et qui, tant mieux pour nous, nécessitent des gens comme nous pour venir les accompagner, les aider au sens Pixis que toi. Alors, toi, Olivier Mi, Ouais. tu as aussi une société, un nom. Et Oyomi, directement, c'est la société que j'ai montée, mais je suis indépendant, donc c'est vraiment le nom de ma société. Et juste pour l'histoire, en fait, le terme Oyomi, parce que moi je cherchais un nom au départ, Mi, c'est mon nom, ça c'est facile. Oyo, c'était dans l'époque où je faisais des jeux vidéo. Le nom était trop court, alors du coup, j'ai mis ça au départ. Et en fait, ça a été le nom de mon blog. J'ai beaucoup écrit quand j'ai débuté, parce que c'était ma manière de ne pas avoir à retenir dans ma tête ce que je faisais. D'accord. Et du coup, je me suis dit, je vais l'écrire comme ça, je peux le retrouver n'importe quand. Plutôt de me rappeler, j'ai fait tel atelier, ou j'ai eu telle interaction, ou tiens, j'ai appris ce truc-là qui est une histoire que je trouve intéressante. Je vais l'écrire. Il s'avère que je l'ai ouvert et des gens ont commencé à me dire que ça leur était utile. Donc c'est ça qui a créé en fait au départ, on va dire, mon positionnement. Et puis ensuite, j'ai créé vraiment ma société à partir de là parce que je trouvais que c'était qui C'était j'étais. il y a quand ? Je crois que j'ai commencé autour de 2014-2015. Donc il y a des personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis un certain temps. C'est marrant parce que des fois je les rencontre. Il y a des personnes qui me disent tiens, en fait je te suis et j'avais pas mis de visage sur toi. Tant mieux si ça t'a servi. C'est là pour ça. C'est juste que au fur et à mesure, on le voit dans les écrits, ce blog, c'est vraiment une représentation de qui je suis aujourd'hui et de ma progression. D'accord. Donc c'est vraiment ça qui me définit. Ce serait quoi ta add value proposition, ce qui te rend unique, ce qui te rend différent d'autres personnes qui font la même chose que toi finalement, parce que je crois que tu n'es pas le seul à faire ça. Ouais, tout à fait. C'est difficile de dire voilà, moi je fais ça, c'est très différent, etc. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que ce que je cherche à faire vraiment, c'est de permettre aux personnes de produire le maximum de valeur. Donc pas produire plus, mais produire mieux, peu importe ce qu'ils produisent, avec le moindre effort. C'est vraiment cette notion de moindre effort est importante. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment comme ça en fait que moi je vis ma vie. Quand je vois des choses en fait, des énergies gaspillées, quand je vois des conflits qui émergent alors que ça ne mériterait pas parce que les gens ne sont juste pas parlés entre guillemets, en fait ça c'est quelque chose qui me touche personnellement. Et donc quand je m'engage dans une relation quelle qu'elle soit avec un client, je suis skin in the game avec lui ou elle. Pas au sens où je sympathise avec l'émotion qui est générée, mais que je suis là. Ouais. Et donc en fait, moi, ce avec quoi mes clients, en tout cas j'ai l'impression, contractualisent, c'est une fiabilité et une proximité. Et ensuite, je fais du mieux que je peux avec qui je suis. Et tu touches leur cœur. C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est de montrer que moi, quand on travaille avec moi, vous travaillez avec moi, avec mes points positifs, mes points plus négatifs, mes compétences, ce que je sais faire, ce que je sais pas faire. Et je suis assez transparent dès le départ pour qu'au moins, s'il y a besoin d'appeler quelqu'un qui est plus performant que moi sur tel ou tel sujet, qu'en fait, on le fasse. Alors moi, j'ai envie de te poser une question aussi. C'est quoi ton bagage au départ de formation ? T'es informaticien dans le monde IT ou t'es plus dans un monde autre ? Non, alors en vrai, moi, j'ai fait une école d'ingénieur au départ, donc ingénieur électronique à Lyon. C'est juste que j'ai jamais été bon en maths, physique, etc. Donc depuis mes débuts, j'adore tout ce qui est scientifique, mais c'est là où j'ai les plus mauvaises notes. Okay. C'est juste que j'ai des notes suffisantes pour faire que je passe les étapes suivantes. Et en fait, dans ma vie, j'ai tout fait pour que je puisse avoir le maximum d'options à la fin. Et on va dire, quand j'étais plus jeune, on m'a dit, quand tu fais ingénieur, tu peux faire plus ou moins ce que tu veux après. Donc au départ, j'ai fait ça. Et tu as cerné les besoins en entreprise, c'est ça qui t'a conduit à faire ce que tu fais ? Pas vraiment. J'ai fait cette école d'ingénieur en électronique, j'ai fait un peu d'informatique parce que je devais le faire. On me donnait pas mon diplôme si je faisais pas ça. J'ai essayé de m'enfuir plus tôt, mais j'ai pas réussi. Et après, en fait, moi, j'ai toujours eu une passion pour les collectifs. C'est-à-dire que je faisais beaucoup partie des associations étudiantes. D'où ta présence aujourd'hui, du coup ? D'où ma présence aussi aujourd'hui. Effectivement, j'avais pas fait le lien, mais effectivement, j'ai toujours beaucoup fait ça parce que j'adorais cette capacité à des fois donner une petite impulsion dans le dos de quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose, mais qui se donnait pas les moyens. Voilà, il y a des personnes que je connais, par exemple, qui ont toujours voulu devenir chanteur ou faire dans un groupe de musique. En fait, on y va, on essaye. Donc, je suis un peu musicien, voilà, à mes heures perdues. Mais on essayait de faire des choses ensemble. Donc en fait, j'avais déjà, je pense, cette appétence de voir cette petite étincelle parfois en fait des personnes qui disent mais en fait, oui, c'est vrai, il y a ça que je peux faire et qui peut me donner un peu plus de baume au cœur. Et quand j'ai commencé en fait à travailler, très vite, ma première expérience, donc juste de fin d'études, c'était ça. C'est la découverte de Scrum, d'un petit mode de fonctionnement agile. Et je me suis dit mais en fait, je crois que j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse. Et le monde du coaching professionnel en fait m'a interpellé très vite. Donc moi, très vite, je me suis formé au coaching professionnel.
même si pour beaucoup, ça faisait pas sens à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un intérêt. Il y a un besoin, Et il y a un surtout. besoin, effectivement. Mais à l'époque, moi, c'était vraiment une demande personnelle parce que je voulais avoir cette capacité à me connecter de manière plus précise, plus professionnelle, plutôt que simplement faire à l'arrache comme je le faisais. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt de là dont je viens. Donc, je viens d'une culture technique et je pense que c'est très bien que je sois plus derrière le clavier, etc. et de me concentrer plutôt sur mes appétences et mes compétences, donc qui sont plutôt liées aux personnes. J'ai retenu ton mot-clé étincelle, et derrière l'étincelle se cache une baguette magique, et la baguette magique, c'est Olivier Mie. Alors faites appel à lui pour un petit souci de communication et pour aboutir à vos rêves, en fait, j'ai envie de dire. C'est une belle image en tout cas. J'ai le sentiment que ça peut coller aussi avec ce que tu fais, parce que finalement, quand tu règles les conflits, tu facilites les choses. On parle de facilitation. Oui, tout à fait. Tu permets de s'aboutir, et aboutir, c'est aussi réaliser ses rêves en entreprise, ses rêves à soi. Tout à fait. On peut voir ça comme étant une petite touche de magie. C'est juste qu'en fait, parfois, je pense que c'est plus un pas de côté. Plus de sagesse. Alors, je sais pas si on peut juger la sagesse, mais oui, je pense qu'il y a une dimension, et c'est peut-être ma culture aussi qui vient derrière. Mais comment est-ce qu'on peut faire les choses de manière un peu plus apaisée? Parce que souvent, les émotions sont très fortes. Et en fait, parfois, c'est simplement de se dire que cette émotion est une expression de son identité. Et rien que pour ça, c'est déjà super. La question qui se pose, c'est est-ce que à ce moment-là, c'est positif pour moi dans ce que je veux faire? On revient encore à l'intention, blablabla, etc. On peut pas y échapper. Non, malheureusement, non, quand on commence à mettre le doigt dedans. C'est pour ça que la baguette magique, je suis d'accord sur l'idée générale de j'aimerais bien remettre un peu de magie, mais j'ai pas envie de me considérer comme étant celui qui va sauver tout le monde. Ouais, tu veux pas faire de fausses promesses. C'est ça, parce qu'en fait, pour moi, déjà, c'est pas aussi simple. Et je pense que parfois, les problèmes se résolvent pas tout de suite parce qu'on n'a pas la main sur tout. Mais par contre, quand on a les clés en main pour savoir, maintenant, il faut que j'adresse ça, ça part peut-être pas du jour au lendemain. Mais par contre, c'est un travail sur lequel moi, je peux accompagner, je suis là. Des fois, ça peut simplement rassurer. Il y a beaucoup de gens, c'est juste le fait d'être là et de leur parler, d'être à côté et qui savent qu'ils peuvent en parler avec quelqu'un qui va pas les juger et ça les aide. Du coup, c'est quoi tes vrais challenges en entreprise? C'est quoi la vraie difficulté? Le truc où tu te dis, waouh, ça va être encore galère. Systématiquement, ça revient. On va encore devoir répéter la même chose. Ils veulent pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Ça t'arrive jamais de t'endormir en te faisant ces réflexions? Alors, je pense que tu m'attrapes après la phase où, tu vois, j'étais monté en pic, où j'étais un peu énervé, etc. Maintenant, je suis un peu plus apaisé. C'est pour ça que je parle un peu plus aujourd'hui de simplicité, de plein de choses comme ça. Parce que pour moi, la première difficulté que je rencontre dans le monde de l'agilité, je vais le dire comme ça, c'est de faire désapprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est allé tellement vite qu'on en a enlevé l'essence même de la chose, qui fait que moi, avant de construire sur quelque chose, des fois où les bases sont pas assez solides, je préfère reconsolider les bases plutôt que de partir trop vite. Et c'est vraiment dans cette idée de revenir à l'essentiel. C'est dur pour un DRH ou un manager d'entendre il faut ralentir, non? C'est dur, et en même temps, quand on pose quelques petites questions au départ, on se rend compte que les gens ils savent pas trop pourquoi ils font les choses. Ouais. Et puis t'as voulu aller vite et c'est quoi le résultat? Exactement, et c'est dommage. Et c'est pas pour dire vous avez fait n'importe quoi, c'est plus pour avoir déjà d'une manière exemplaire arrivé et dire moi je suis pas là juste pour continuer à bâtir sur quelque chose et m'en aller et c'est vous qui vous débrouillez avec le château de sable qui tombe. Ah non, on va reconsolider ensemble et puis on prendra le temps qu'il faut pour que ça marche. T'as un gros succès, quelque chose dont tu es fier à partager, puis on va clôturer sur cette petite touche positive. Ouais, j'ai un petit succès. En tout cas, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. J'accompagne une entreprise depuis un certain temps. Donc ça fait quoi, 7-8 ans maintenant? Pas mal. Ce qui peut apparaître comme étant étrange parce que un coach qui accompagne très longtemps, etc. Une entreprise, on se dit il y a beaucoup de coachs. J'aurais envie de dire que c'est un gage de qualité. Je le prends comme ça. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'on pourrait se dire, moi, mon objectif, c'est de rendre autonomes les gens et donc en fait, il faudrait que je m'en aille vite. Il s'avère juste que cette entreprise-là, je l'accompagne que 2 jours par mois. Et donc, ça fait 5-6 ans que je l'accompagne 2 jours par mois. Ouais, ça prend du temps, forcément. Et en fait, ça prend du temps, mais néanmoins, ce que je suis très fier en fait de voir, c'est que maintenant, les conversations qu'on a, elles sont plus les mêmes. Je vois qu'ils ont évolué. Et pourquoi est-ce que j'en suis fier? C'est parce que je vois d'autres écosystèmes où les personnes ont été accompagnées full-time pendant 2-3 ans. Et ils en ont fait, moins de résultats, limite. Alors, moins de résultats déjà, mais surtout, les bases, elles sont même pas là. Donc, en fait, Ouais. la question qui se pose, c'est quelles sont les conversations que les gens ont eues qui leur font avoir ces résultats-là dans l'environnement qu'ils sont, parce que c'est des gens qui sont pas toujours très heureux, qui font un truc et ils comprennent pas trop où ils en sont. Moi, la fierté que j'ai, c'est d'avoir cette conversation avec ces autres personnes où ils veulent encore aller plus loin et être encore plus fiers. Et c'est pour ça que la fierté était un sujet qui était important pour moi, parce que je le sens en fait dans les conversations qu'on a, dans le regard qu'ils ont quand on se voit et on sait pourquoi ensemble on est là et ce que je peux leur apporter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. Rappelle-moi ton intervention aujourd'hui sur quoi? C'est la simplicité, vers une transformation significative, parce que c'est vraiment un sujet qui me paraît important. Et c'est une compte plutôt inspirationnelle, donc c'est plutôt ouvrant que quelque chose de pratico-pratique. Dernière question, comment tu as ressenti l'interaction du public? Moi, j'ai bien aimé l'interaction avec les personnes. J'ai l'impression que ça a résonné. On a créé une relation. Moi, ce qui était important, encore une fois, c'est pas de leur asséner plein d'idées, mais c'est de voir si ça résonnait émotionnellement parlant, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà, moi, j'ai apprécié le moment.
J'espère qu'ils l'ont apprécié en tout cas. On leur demandera On les leur retours. demandera, voilà, tout à fait. Alors figure-toi qu'on a dans ce podcast, dans le texte descriptif, un lien. Et ce lien permet d'arriver sur un voicemail. Donc les gens peuvent cliquer, ils ont le navigateur qui s'affiche en disant « Veux-tu autoriser le micro ?» On dit oui. Ils peuvent parler, ils peuvent s'écouter, recommencer autant de fois qu'ils veulent pour te laisser un message. Et puis quand c'est fait, ils écrivent leur email, ils font envoyer et on reçoit un message nous. Et ils ont qu'à nous dire « Ce message est pour Olivier Mi. Voilà, j'ai assisté à ta session, voilà ce que j'en ai pensé. » D'ailleurs, ils ont voté dans l'application mobile de la journée agile, mais ce sera un supplément qui sera bien sympa de recevoir. Les gens n'osent pas toujours, donc j'espère que tu auras quand même quelques retours. Si pas, ne te vexe pas, mais ça fait peur à certains de parler au micro apparemment. Et donc je les sollicite, je les motive, auditeurs, auditrices, prenez votre courage à deux mains, faites un petit feedback si vous étiez aujourd'hui à la journée agile dans la session d'Olivier. Donnez-lui un feedback verbal avec une voix derrière et dites-lui ce que vous en avez pensé, ce sera sympa. L'idée est super et merci à toutes les personnes qui sont déjà venues me voir. C'est toujours plus sympa d'avoir aussi un visage et puis d'avoir une intensité à chaud. Merci aussi à toutes ces personnes-là. Clairement. On se retrouve bientôt et je te recroise peut-être à d'autres journées agiles dans le futur, Olivier. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, à bientôt, merci. Salut.